Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h02, merci de nous rejoindre. Nous serons accompagnés ce soir de Irshad Tombou, bonsoir. Bonsoir. Et de Joseph Erlala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc les représentants du personnel de la sûreté de l'aéroport de Mayotte. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, à savoir sur ce deuxième jour de grève. Ce sera juste après les titres de la journée. « 10 ans pour changer le visage de Mayotte, la liste des 200 quartiers qui bénéficieront de l'aide de l'Agence nationale de rénovation urbaine a été officialisée. Mayotte n'a pas été oubliée, 3 quartiers sont concernés, Majika-Vokoropa, La Vigie et Kaweni. Quelle réaction du côté des principaux intéressés? Indice des prix en baisse de 0,1% à Mayotte après une relative stabilité au mois d'octobre. Les chiffres de l'INSEE concernant l'indice à la consommation sont connus. Ils sont donc en baisse, pourtant les consommateurs trouvent la vie de plus en plus chère. Sur les 12 derniers mois, on note une augmentation de 0,9% sur le territoire. On fait le point sur les chiffres. Et puis en pleine période de vacances scolaires, certains ont les moyens de partir, d'autres pas. Ils trouvent des moyens pour s'occuper. La solution, elle vient notamment d'Elian-Rive Kamitou, éducateur sportif, qui met le sport en avant durant ses vacances en organisant un tournoi de football. Vous verrez ça en fin de journal. Et je vous le disais en titre, le ministre de la Ville a officialisé la liste des 200 quartiers d'intérêt national éligibles au nouveau programme national de renouvellement urbain. Mayotte y figure parmi les 22 sites retenus dans les Outre-mer par l'ANRU. D'ici 2024, les quartiers de Majika-Vokoropa à Kongou, La Vigie à Pamandi et Kaweni à Mamoudou devraient donc faire peau neuve. Reportage de Camille Leca. Un quartier durable, mixte, riche en services publics et des logements sociaux dignes de ce nom. Voilà les belles ambitions du nouveau programme national de renouvellement urbain. Un programme dont le quartier de Kaweni fait partie et qui est attendu depuis des années par les habitants. Mais si parmi eux la nouvelle est plutôt bien accueillie, la prudence reste de mise. Pour moi, c'est une bonne chose si c'est réalisable. Si le maire, quand même, avec sa politique, il arrive quand même à faire quand même construire des maisons sociales à Kaweni, c'est une bonne chose. Waboneka tongo ya kweli mwezi ngasojalezi hairi ritola haruma hutula ya masera voi Kaweni mana wao ujibu wantu ujibu ambari Kaweni yo Kaweni ya maklandiste netide hali sikao oh tsami ntamba stio itsoja tsoja flenu wandamba sikia wandamba ro tsotola hunu. Le 27 mai dernier, une délégation de l'Agence nationale de rénovation urbaine s'était déplacée à Kaweni pour mesurer l'ampleur des chantiers à mettre en œuvre pour réhabiliter le quartier. Aujourd'hui, si le programme de rénovation urbaine est acté, il reste encore un long chemin à parcourir. Il y a un tas de choses qu'il faut réaliser avant que la première pioche, la première coup de pelle puisse arriver. Et pour la première pelle, je pense qu'il faut attendre le 1er janvier 2018. Mais d'ici là, c'est un chantier énorme parce qu'il va falloir réfléchir sur le social, sur l'économie, sur différents paramètres qui composent aujourd'hui le nouveau programme de rénovation urbaine de Kaweni. Ce nouveau programme de rénovation urbaine 2014-2024, grand projet du quinquennat Hollande, bénéficie d'une enveloppe globale de 5 milliards d'euros. Il va concerner plus de 200 quartiers sur tout le territoire national et devrait faciliter la vie quotidienne de plus de 2 millions d'habitants. A noter que l'enveloppe allouée au Dom-Tom s'élève à 450 millions d'euros. Et puis, il y a une commune qui n'aura pas attendu l'ANRU pour faire peau neuve, c'est la commune de Mtsamboro. La maison des services a été inaugurée hier à Mjago. Vous y retrouverez désormais les services de la CAF. À terme, une quinzaine de partenaires sociaux
sont attendus dans ces locaux, Pôle emploi, la Caisse de sécurité sociale et bien d'autres. Une cinquantaine de personnes étaient sur place, mais déjà le bouche à oreille a fait son petit effet. La population est ravie, comme nous le confirme Josiane Casal, responsable de la CAF Mayotte. Je vous propose de l'écouter. Il y avait des gens qui étaient super contents, quoi. Ouais. Et puis ils sont allés dire à leurs voisines, qui sont venus dans la journée. Ouais. Ils sont allés en parler autour d'eux, dit tiens, la CAF, je vais aller voir mon dossier. Donc ils sont venus. C'est vrai que majoritairement les personnes sont très satisfaites parce que c'est pas seulement un simple accueil. Je vais dire, on peut faire de la réactivité par rapport au dossier. La personne peut déposer une pièce. On a la vision du dossier, c'est ça qui est important. Donc on a le réseau. C'est ça. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes en réseau également avec le national. Complètement. On a le réseau. Depuis Amjago. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que la préparation de ce site a été relativement longue, parce qu'on a le réseau, c'est un réseau national qui est sécurisé, donc c'est vrai que la mise en place, c'est pas simplement donner un coup de fil à Orange ou pour avoir une ligne de téléphone. Des maisons des services qui devraient se développer un peu partout sur l'île. Comme tous les mois, l'INSEE dévoile l'indice des prix à la consommation sur le territoire. Légère baisse pour ce mois de novembre. Pourtant, du côté des ménages, pas de grands changements. La vie est toujours aussi chère. Constat fait auprès de vous grâce à Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Des augmentations des prix allant de 0,1% à 0,8% pour Mayotte. Pourtant, pour la population, l'augmentation du coût des prix semble beaucoup plus important. Contrairement à ce que annoncent les statistiques publiées en novembre, l'indice des prix à la consommation des ménages n'a pas réellement diminué lorsqu'on écoute la population. Comme d'habitude, ça n'a pas changé, mais là en plus avec la fin de l'année, là c'est la période des fêtes, il faudrait que les prix baissent déjà pour les enfants puissent profiter des cadeaux. Mais on voit que rien n'a changé, on passe de 1,50 €, 4 de carburant à 1,47 €. Bon, ça n'a pas tellement baissé, nos pouvoirs d'achat n'ont pas augmenté non plus. On a l'impression que l'indexation, plus l'indexation arrive, plus les prix augmentent. Donc il faut faire quelque chose. Je trouve que c'est cher, vachement trop cher par rapport à la métropole. Parce que là, comme vous voyez, avec un caddie à moitié vide, je vais dire, on est quand même à plus de 100 €, quoi. Donc, ouais, c'est très cher. Les prix des produits alimentaires augmentent de 0,1%. Ainsi, lorsque sur un an, les produits alimentaires à Mayotte subissent une augmentation de 2%, en France, elles baissent de 2%. Les prix de l'énergie baissent de 1,7% en novembre, selon l'INSEE, appuyé par deux graphiques de 2006 à 2014. La constante des statistiques est en évolution. Nous l'avons dit, nous le redirons encore, c'est le faux, que l'INSEE ne donne jamais la réalité des chiffres. Depuis 2004, même depuis 2011, c'est-à-dire depuis la grève de la vie chère, les chiffres n'ont pas cessé d'augmenter. Et à chaque fois, l'INSEE trouve le mois d'octobre que les chiffres baissent. Et ensuite, il va trouver qu'en moyenne sur l'année, sur les 12 mois de l'année, il va trouver une espèce d'arrangement des chiffres qui vont tourner sur la baisse ou l'augmentation de l'ordre de 1%, de 2%, ou toujours 1% à Mayotte et 4-5% à métropole. Donc, il y a toujours une difficulté que nous consommateurs, trouvons, c'est que les produits de première nécessité n'ont pas de cesse d'augmenter à Mayotte. Le prix du supercarburant, du gazole, pétrole, lampant, perdant 5 centimes chacun. La bouteille de gaz ne change pas, mais les prix des services diminuent de 0,1%, une baisse qui serait consécutive à celle des prix des transports et communications. Plus de 8 produits de la consommation à la manufacturation aux services ont été analysés. Les données restent rassurantes et évolutives pour l'INSEE, mais tenant compte de la réalité de la population mahoraise, rien ne change. Le pouvoir d'achat est en baisse de manière constante. Je vous le disais en début de journal, on fera donc le point sur ce deuxième jour de grève à l'aéroport.
Pour le moment, les départs se font sans trop de difficultés. Les perturbations n'ont pas été à la hauteur des pires craintes dans la mesure où les réquisitions de la préfecture font leur effet. Une vingtaine d'agents sur les 25 que compte le service sont assis un pied d'œuvre. Même s'il faut bien l'avouer, les retards sont là. De son côté, la CGTMA, conduite par le secrétaire départemental Salim Naouda, a saisi le préfet, lui demandant audience. En effet, il est reproché aux représentants de l'État d'avoir réquisitionné la quasi-totalité des agents de sécurité. Il s'agit d'une entête au droit de grève tout simplement, a indiqué Salim Naouda. Par ailleurs, il indique également que la DIECT a été saisie de la question. Nous sommes donc avec Tombou Irchad et Joseph Erlalane. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai que pour le moment, on peut parler de flop pour cette grève qui aurait dû normalement perturber le trafic aérien sur l'aéroport de Mayotte. Alors, effectivement, on est sur notre deuxième jour de grève et peut-être les gens ne le sentent pas trop, mais il y a une perturbation et on est très actif au PIF, là où passent les passagers, là où on fait l'inspection filtrage des passagers. Donc, je peux vous rassurer qu'il y a une réelle perturbation parce qu'il y a une longue file d'attente. On est réquisitionné certes, mais on fait grève là-dedans. Alors justement, comment ça se passe depuis lundi au niveau du service? Comment ça se passe le contact avec les passagers? Déjà qu'ils n'aiment pas, on va dire, ces contrôles. Alors là, j'imagine que pour le coup, ça doit être plus que compliqué d'échanger avec eux. Non, 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 pas du tout, parce que les passagers, ils nous comprennent, parce que on est là pour revendiquer nos droits. C'est pas pour mettre les avions en retard, c'est pas le but. Mais on est là. Il semblerait que si. Enfin... Non, non, non. Le but c'est pas de retarder les avions. Nous, on est juste dans le droit de faire grève parce qu'on a des revendications qu'on souhaite avoir. Juste parce que ces revendications-là, c'est dans la convention collective qu'on a. C'est-à-dire c'est la convention collective nationale, ce qui on est régi en ce moment, est utilisée à moitié. C'est-à-dire qu'ils prennent ce qu'ils avantagent, mais pas pour nous. Donc aujourd'hui on est là, c'est pas pour mettre les avions en retard, il faut que les passagers comprennent. Le but c'est pas de retarder les avions, mais on est dans le mouvement de grève. Donc, alors justement par rapport à ce mouvement de grève qui est reconduit, on le rappelle, il est illimité, donc demain, troisième jour de grève, comment ça va se passer? Est-ce que vous prévoyez, vous, à travers votre secrétaire général, de mener d'autres actions, puisqu'aujourd'hui, on le rappelle, l'ensemble, la quasi-totalité du personnel est réquisitionné par la préfecture? Tout à fait, on est presque tous réquisitionnés, mais il faut savoir qu'on est une cinquantaine de personnels et 25 agents de sûreté. Donc aujourd'hui, on essaye de faire comprendre aux gens que voilà, il n'y a pas que les agents de sûreté qui sont dans ce mouvement, mais on est là avec notre syndicat qui nous soutient, qui va dans le but de revendiquer et avoir nos droits. Qu'est-ce qu'un agent de sûreté exactement? Quel est votre rôle et en quoi ces revendications vont apporter, on va dire, de meilleures conditions de travail dans les prochaines semaines? Et oui, parce qu'en fait, le rôle des agents de sûreté, c'est qu'on a une responsabilité très 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 lourde. Parce qu'on est quand même responsable de l'avion qui décolle de Mayotte. Parce qu'on contrôle tout ce qui rentre dans l'avion. Bagages, personnes, personnel, passagers, tout ce qui est au contact de l'avion, c'est nous qui ont la responsabilité. Et aujourd'hui, on revendique quand même des points qui sont quand même intéressants pour Mayotte. Parce que ça va mener aussi à beaucoup d'entreprises à s'aligner aussi avec la métropole, parce que c'est des choses qui sont dans la convention collective, on n'a pas inventé, ce n'est pas des revendications qu'on ne connaît pas, c'est des revendications qui sont déjà dans la convention collective, mais qui ne sont pas appliquées à Mayotte. Il y a des négociations annuelles, normalement, c'est au cours de ces négociations que, on va dire, cette convention aurait pu peut-être être négociée. On a l'impression finalement que c'est comme un cheveu dans la soupe qui tombe comme ça. Le problème, c'est que il n'y a pas de négociation avant tout ça. Avant qu'on signe du contrat,
on a signé un contrat avec déjà une partie des conventions qui sont appliquées. Donc aujourd'hui, on a des revendications parce qu'on a constaté qu'ils ont utilisé la convention collective par rapport, on ne sait pas pour quelle base ils utilisent. En fait, on ne sait pas du tout. Ils appliquent comment vous dire, des avantages qu'ils arrangent. Et aussi en disant que Mayotte, on n'a pas le droit d'utiliser ça. C'est pas du tout le cas. Parce que dans n'importe quel droit de travail, on interdit des avantages qui favorisent les salariés. Ça, j'ai jamais vu ça, même on est en France. Donc les droits, c'est pour tout le monde. Mais aujourd'hui, utiliser la convention collective à moitié, on ne comprend pas. Soit on l'applique, soit on ne l'applique pas. Et aujourd'hui, ils ont appliqué, mais pas appliqué en entier. On ne comprend pas, on veut comprendre parce que. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la DIEC comment vous dire, il n'y a pas de test qui dit qu'on peut utiliser la convention collective. Est-ce que vous avez déjà été approché par votre directeur? Est-ce qu'il y a déjà eu, depuis ce mouvement, des négociations, des discussions? Alors, je peux vous dire qu'à l'issue de 4 négociations, qu'on appelle les NAO, négociations obligatoires, annuelles et obligatoires, et toujours on sort de tours de table et il n'y a pas de résultat. Donc on s'est dit qu'on revendique et on essaye d'être patient, mais on voit que ça bloque. Il y a un blocus de la part surtout de notre direction. Et je peux rajouter à cela que depuis quelques mois, on subit des pressions de tous les jours par notre responsable sûreté, qui est vraiment très proche de la direction. Et à chaque fois qu'on va dans les négociations, on se rend compte qu'il y a eu déjà une réunion, soit antérieure avec le responsable sûreté, et après, quand on va en négociation, ça ne marche pas. Et en plus, on a remarqué des choses que nous dénonçons aujourd'hui. C'est surtout le favoritisme qui règne au sein de notre société et qu'on est en train de dénoncer. Et puis, on a le non-considération de nos savoir-faire et de nos savoir-être au sein de notre entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez vous joindre finalement au mouvement des pilotes qui a été donc annoncé pour le 19, ou alors vous comptez vous revendiquer vos droits, vos doléances sont à part, celles des pilotes sont à part, et vous ne ferez pas, on va dire, front commun? Non, en fait, c'est vrai que c'est dans la version civile, mais c'est deux choses, il faut pas les comparer parce que c'est pas comparable. Les pilotes à Mayotte, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y en a pas du tout. Il y a pas, je ne sais pas quel Maroc qui est pilote, je ne sais pas encore. Mais si c'est, ils vont faire grève, mais ça ne va pas nous aider parce que si déjà les avions sont retardés, donc ce sera pas pour nous. En fait, ce sera plus avantageux pour eux parce que nous, on nous mettra de côté. Donc, c'est pour ça que pour Mayotte, à Mayotte, je ne pense pas que ça nous aidera sur notre mouvement qu'on a en ce moment. Le mouvement est illimité, vous me le confirmez, jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause. Ça veut dire que ça peut durer? Oui, effectivement, le mouvement est illimité et puis nous souhaiterons avoir une négociation le plus rapidement possible, et si c'est possible, c'est dès demain avoir un contact avec notre direction et en présence de la DIEC, s'il le faut, pour qu'ils puissent mesurer l'ampleur de cette manifestation, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne les entend pas, ils sont très silencieux, alors qu'il y a beaucoup de sujets qui concernent Mayotte, par exemple la question de la retraite.
on revendique une retraite complémentaire. Donc, c'est quand même, on passe quand même à notre avenir. Donc, aujourd'hui, notre direction se bloque sur leurs points, en fait, sur leur position. Ils ne veulent pas cotiser ou bien nous aider à sortir de cette... déjà mettre en place ce début de négociation, on va dire ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à toutes nos questions. On reviendra donc sur ce mouvement qui, on le rappelle, se poursuit demain pour la 3e journée. Merci à vous. Le président de la République était très attendu hier sur son discours sur l'immigration, le premier depuis son élection. Prononcé lors de l'inauguration du musée de l'histoire de l'immigration, François Hollande est notamment revenu sur cette promesse, celle de l'ouverture du droit de vote des étrangers aux élections locales. Alors, comment est prise cette nouvelle du côté des élus de Mayotte? Élément de réponse avec Camille Leca et Abbas Saliti. C'est une promesse qu'on pensait oublier depuis la campagne de 2012. Et pourtant, elle a refait surface hier soir, très discrètement, au milieu d'un discours de près d'1 heure. Et c'est cette situation d'étrangers depuis longtemps en France qui a justifié la revendication de leur ouvrir le droit de vote aux élections locales. Beaucoup de pays européens l'ont fait. Pour y parvenir en France, chacun connaît les conditions. Et là aussi, mieux vaut un langage de vérité, si l'on veut éviter les passions ou les illusions. Rien ne peut se faire sans une révision de la Constitution, ce qui suppose dans notre droit une majorité des 3/5 au Parlement, c'est-à-dire l'accord de toutes les forces républicaines. J'y suis pour ma part favorable à elles de prendre leurs responsabilités. Mais ces difficultés que nous connaissons depuis 30 ans. Le président François Hollande est donc resté prudent. Mais ici à Mayotte, que pense-t-on de cette annonce? Le député Bounali Saïd y est favorable, mais à condition de respecter certains critères. Ceux-ci doivent être en situation de résidence de long séjour, de sorte à ce qu'ils n'ont plus d'intérêt ni moral ni matériel chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont leur intérêt moral et matériel à Mayotte, leur famille, leur patrimoine, ils vont vivre ici et pour le reste, pour beaucoup, vont mourir ici. Donc je ne pense pas qu'il faille les distinguer. En tout cas, du reste, ils ont à peu près les mêmes droits et obligations que les Mahorais. La question de l'ouverture du droit de vote aux étrangers pour les élections locales agite le débat public depuis maintenant 30 ans. Reste à savoir dans quelle mesure elle pourrait s'appliquer ici, département dans lequel les personnes issues de l'immigration clandestine représentent près d'1 tiers de la population totale, selon l'INSEE. Et le président de la République a également annoncé qu'un projet de loi sur le séjour des étrangers serait discuté au Parlement courant 2015. Il est notamment question de conditions d'accueil et d'émission de titres de séjour pluriannuels. On en parlait vendredi alors que le PV officiel doit être rendu le 22 décembre prochain. Rien ne va plus à la Ligue de football. Face aux sanctions qui planaient au-dessus de leur équipe, les dirigeants de AS Kaweni FC Kouroupa parlaient la semaine dernière de leur inquiétude. Aujourd'hui, c'est Sidi Amada Amidou, l'un des membres les plus influents du comité directeur de la Ligue, qui a décidé de démissionner en cause des menaces proférées contre lui et sa famille. Les images sont signées à Abbas Saliti. Il a succombé aux menaces et aux pressions qui ont été exercées ces dernières semaines à son encontre et à celle de son entourage. Sidi Amada Amidou, après 4 années de bons et loyaux services, a décidé de démissionner. Depuis quelques jours, il recevait des menaces de mort, menaces qui font suite aux sanctions prononcées par la Ligue contre le club du FC Kouroupa. Des personnes qui se sont présentées chez moi, des personnes qui se sont présentées auprès des membres de ma famille pour annoncer qu'ils allaient me liquider. Donc du coup, ma famille s'est réunie en conseil extraordinaire chez mon oncle Bounali Saïd à Majikavo. Et il a été conclu et proposé que je démissionne de la Ligue pour préserver mes intérêts, ma santé
et les intérêts moraux de la famille. Il est reproché au vice-président Sidi Ahmad Hamidou d'avoir été l'artisan principal de se prononcer aux conséquences très lourdes. La situation est aujourd'hui devenue telle que le vice-président de la Ligue a préféré se retirer de la scène. Cette violence à son encontre appelle d'autres sanctions. Les protagonistes sont connus. Certains d'entre eux ont déjà fait l'objet de suspensions pour leur agressivité. Je tiens quand même à rappeler que la première personne qui m'a mis au parfum de ce projet macabre, c'est un officier de l'armée comorienne qui a travaillé avec M. Mohamed Bakar en 1997, à qui on a proposé de l'argent pour me liquider. Donc, mais c'est un gars à qui j'ai rendu service il y a 5 ans, à son arrivée à Mayotte. Donc il est venu m'en parler le premier. En attendant le 22, date à laquelle les sanctions seront dévoilées de manière officielle, les matchs, eux, se poursuivent, malgré une ambiance plus que tendue à la Ligue de football de Mayotte. Pas sûr que la Ligue veuille laisser partir un aussi bon élément. Des menaces qui sont donc prises très au sérieux par Sidi Ahmad Hamidou et sa famille, ainsi que la Ligue de football. Une plainte devrait être déposée. En attendant, il est l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité en bref dans votre journal. La contribution économique territoriale inquiète les entreprises pour qui les sommes demandées sont colossales et les mettent en danger. Il existe cependant une solution, mais elle devra venir de Bercy qui peut appliquer un indice correcteur. Les chefs d'entreprise, eux, se réuniront ce soir au MEDEF pour aborder la problématique. Pour mémoire, seules les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 € par an sont assujetties à la CET, soit les plus gros employeurs qui pourraient déclencher les plus gros plans sociaux. Le dossier est complet, il est à retrouver dans votre France Mayotte Matin du jour. La loi sur les 35 heures de travail hebdomadaire vient de fêter son 15e anniversaire et à Mayotte, le dispositif n'existe toujours pas. Au lendemain des manifestations contre la vie chère, le gouvernement Sarkozy avait annoncé une mesure forte pour Mayotte. L'alignement au 1er janvier 2015 du SMIC net mahorais au SMIC net métropolitain de droit commun. Lors de sa visite le 22 août, le président de la République, François Hollande, avait confirmé cette transition. Mais pour cela, encore faut-il calculer le montant de ce SMIC. Or, il est calculé sur une base de 35 heures par semaine en métropole, lorsqu'à Mayotte, le SMIC est calculé sur un socle de 39 heures. Les Mahorais ne savent pas encore comment le calcul va finalement être effectué. Le juge Hakim Karki, accusé de viol par une jeune femme en juillet dernier, passera prochainement au conseil de discipline alors que l'affaire est toujours à l'instruction. Pour mémoire, il avait été suspendu de ses fonctions après la révélation de l'affaire qui a été dépaysée à Paris. Dimanche dernier, les enquêteurs de la sûreté départementale en charge du dossier sont arrivés à Mayotte pour mener des investigations sur l'environnement de la plaignante, mais également du juge. Il s'agit de chercher à en savoir plus sur les modes de vie, aussi bien de l'accusé que de l'accusatrice. Lors de la garde à vue, il n'y a pas eu de confrontation. Les premières auditions ont débuté lundi. Que faire pendant les vacances scolaires quand on ne peut pas partir en dehors du territoire? Comment lutter contre l'oisiveté? Éviter aux jeunes de traîner dans les rues? Autant de questions que s'est posé Henri Camilou, éducateur sportif, à la solution. En effet, avec les jeunes de Cavani, en collaboration avec l'Union sportive de Cavani, il a réuni plus d'une centaine de jeunes de Mamoudzou. Ainsi, du 15 décembre au 9 janvier est organisé un tournoi de foot un peu particulier. Reportage de Shakil Souf et Leslie Vimonet. L'encadrement par les jeunes et entre jeunes serait l'un des moyens de lutter contre ce phénomène de délinquance qui ne cesse de faire des victimes sur le 101e département. Hier, sur le terrain synthétique de Cavani, débutait la 7e édition de tournoi de football vacances. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeunes présents s'en sont donnés à cœur joie. Un sentiment de liberté et de sécurité régnait à Cavani. Je suis content parce que pour les vacances, on voit rarement ce genre d'occasion. Vu qu'aujourd'hui, ils ont préparé ce genre d'occasion, ben, on en profite parce que normalement, là, comme moi, je serais à la maison en train de rien faire là. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis là en tant que coach et je suis là à leur donner des conseils aussi pour qu'ils ne foutent pas, qu'ils ne fassent pas de la merde.
Proposer une autre issue que la délinquance à la jeunesse mahoraise, Elanrif Kamitou, éducateur sportif à Cavani, connaît la réputation qui ternit l'image des jeunes et souhaite encore une fois aider par son volontariat ses petits frères à donner une meilleure image d'eux-mêmes. On n'est pas là que pour jouer au football, mais aussi pour éduquer, que là, le sport, ça demande de la propriété, et là où il y a de la propriété, c'est bien pour jouer. À toutes les entreprises locaux, que ce soit privées ou publiques, qu'on aura besoin vraiment de l'aide pour accompagner, pour que le tournoi se passe dans de bonnes conditions, mais pour qu'il y ait aussi, à la fin de ce tournoi, chaque équipe, chaque jeune puisse sortir avec quelque chose. Le club de football de Cavani intervient en tant que support pour ce projet pour permettre aux organisateurs du tournoi d'envoyer des courriers aux différentes entreprises et structures. Ils souhaiteraient bénéficier d'aides financières ou même matérielles et ainsi avoir des lots à offrir aux footballeurs en herbe. Le tournoi de football durera 26 jours. À tous ceux et celles qui souhaitent aider ces jeunes, vous pouvez les contacter au 06 39 19 14 46. Et on va le redonner, ce numéro de téléphone 06 39 19 14 46. Demain, bonne fête à Judicaël et à Gaël. Nous retiendrons qu'en 17 décembre 2011 décède la diva aux pieds nus Césaria Evora. Cette citation nous aura marqué. Ce qui me ravit aujourd'hui, c'est le bonheur d'avoir traversé toutes les souffrances pour mieux vivre ce que je vis maintenant. Dans quelques instants, la météo d'Ornella-Périne, suivi du journal en maoré et du temps de parole. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Excellente soirée sur KTV Kwaheri.